Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Logique sociale. Collection dirigée par Bruno Pequigno. En réunissant des chercheurs, des praticiens et des essayistes, même si la dominante reste universitaire, la collection Logique sociale entend favoriser les liens entre la recherche non finalisée et l'action sociale. En laissant toute liberté théorique aux auteurs, elle cherche à promouvoir les recherches qui partent d'un terrain, d'une enquête ou d'une expérience qui augmente la connaissance empirique des phénomènes sociaux ou qui propose une innovation méthodologique ou théorique, voire une réévaluation de méthodes ou de systèmes conceptuels classiques. Dernière parution. Claude Giraud, Qu'est-ce que transmettre ? Sociologie d'une pratique, 2015. Martinez ASBARONDEAU, La face cachée de la parentalité. Une approche sociologique de l'accompagnement de la fonction parentale, 2015. Emmanuel Garrigue, L'adolescence, sa culture et ses valeurs après mai 68, 2015. Gérard Lambert, Le mitard. Une approche sociologique de la discipline pénitentiaire, 2015. Sandrine Guémard et Théodore TIPLICA, dire Sécurité, éducation et mobilité, maîtrise des risques et prévention 2, 2015. Sandrine Guémard et Théodore TIPLICA, dire Sécurité des déplacements, protection des usagers et de l'environnement, maîtrise des risques et prévention 1 Travel Safety, USE and Environment Protection. Risk Control and Prevention 2015. Isabelle PAPIEAU, Les années 80, miroir de l'époque Art déco, 2015. Yannick BRUNPICARD, Agent territorial spécialisé des écoles maternelles, ATSEM. Personnification d'une interface éducative, 2015. KVDASTOOREH, vers une sociologie foucaldienne, réunir l'objectivation et la subjectivation, 2015. Alexandre Brard, Recomposition territoriale en Outre-mer ou le collectif dans l'action publique, 2015. Denis Laforgue, Essai de sociologie institutionnaliste, 2015. Anthony GALLUZZO, Mythologie comparée des stars, 2015. Yannick BRUNPICARD, Territoire de mémoire. Interface référentielle d'expression et d'affirmation sociétale, 2015. Fred Dervin, La Chine autrement. Perspective interculturelle critique, 2015. Lei Wang, Pratique et sens des soins du corps en Chine. Le cas des cosmétiques, 2015. Du même auteur. Livre. Out in Africa, Same-Sex Desire in Sub-Saharan Literature and Culture, Woodbridge, Suffolk et Rochester, NY, Boydell et Brewer, James Currey Series, 2013, 308p. Between Writ and Rights, Excision in African Women's Experiential Texts and Human Contexts, Stanford, Stanford University Press, 2007, 354p. The African Palimpsest, Indigenization of Language in the West African Europhone Novel, Amsterdam et Atlanta, Rodopi, 1991, 240p. Deuxième impression avec une nouvelle introduction et une nouvelle bibliographie, Rodopi, Leyden, Brill, 2007, 261p. Tempest After Shakespeare, Macmillan Palgrave, Londres et New York, Macmillan Palgrave 2002, 332p. Ouvrage collectif et direction d'ouvrage. The Future of Postcolonial Studies, Londres et New York, Routledge, 2014, 265p. Transgender Experience, Place, Ethnicity and Visibility avec David Coad, New York, Routledge, 2014, 172p. Perennial Empire, Transnational, Postcolonial and Literary Perspective, étude réunie et introduite par Chantal ZABUS et Sylvia NAGYZEKMI, New York, Cambria Press, 2011, 311p. Colonization or Globalization. Postcolonial Exploration of Imperial Expansion. Étude réunie et introduite par Sylvia NAGYZEKMI et Chantal ZABUS, Lanham, Boulder, New York, Toronto, Plymouth, UK, Lexington Books, Roman et Littlefield, 2010, 172p. Fearful Symmetry, Essay and Testimony around Excision and Circumcision Matatu, Special Issue, Amsterdam et New York, Rodopi, Leyden, Brill, 2008, 341p. Changement au féminin en Afrique noire, Anthropologie et littérature. Étude réunie et introduite par Chantal ZABUS et Daniel Delame et Chantal ZABUS, Paris, L'Harmattan, 2000, volume 1 et 2, Col.
Anthropologie 263 p. Col. Littérature 155 p. La condizione femminile in Africa fra mercato globale ed emancipazione. Traduction en italien pour l'Harmattan Italie, 2004. Le secret. Motif et moteur de la littérature, étude réunie et introduite par Chantal Zabus, avec une préface de Jacques Derrida, Louvain-la-Neuve, recueil des travaux de la faculté 1999 455 p. Nous remercions très chaleureusement Vernon Rosario de nous avoir autorisé à utiliser son œuvre photographique en couverture de ce volume, ainsi que Stanford University Press de nous avoir donné la permission de traduire Between Writ and Rights. Excision in Women's Experiential Texts and Human Contexts, 2007. Introduction. La psyché de l'homme a toujours été hantée par ce qui se cache entre les cuisses d'une femme, sans doute parce que c'est un lieu d'origine rappelant le chaos préconscient du ventre maternel. La fascination horrifiée de l'homme devant les organes sexuels de la femme, qui lui apparaissent comme une zone obscure, à la fois abyssale et tentaculaire, est légendaire et illustrée par de nombreux textes et dans de nombreux contextes. Le gouffre sulfureux et sans fond, cher au roi Lear, continue d'encenser l'imagination et effraie, ainsi qu'un trou-tout, en raison de l'absence alléguée de phallus. À l'ère post-freudienne, cette absence fut en outre associée à la non-existence, précisément à partir du moment où fut portée à l'attention du monde entier, donc bien au-delà des limites de l'anthropologie moderne européenne, l'ablation partielle ou intégrale des organes génitaux d'une femme sous diverses formes de déclitorisation. Apparut alors un vide pouvant être comparé à l'absence visible de vagin chez la sirène, maladroitement comblé de nombreuses significations et interprétations. Ce vide non occidental fut d'abord l'objet d'un regard occidental local qui était excessivement voyeur, comme en témoigne par exemple ce rapport britannique d'une expédition qui eut lieu en 1762 en Égypte, pendant laquelle les voyageurs exprimèrent le souhait de voir une femme circoncise. On fit donc venir une villageoise de 18 ans pour qu'elle expose ses organes génitaux ou plutôt ce qu'il en restait, et un artiste participant à L'. Expédition exécuta un dessin des parties génitales recousues de la villageoise, ainsi exhibées. Dans la 4e édition de son fameux Hosken Report, Fran Hosken citait une lettre datée du 9 septembre 1992 rédigée par une touriste qui accepta de payer une importante somme d'argent pour pouvoir assister à une excision à Paris. En effet, elle subodorait l'existence d'une industrie pornographique, surtout dans le cinéma, autour de l'excision de fillettes africaines en France, ce qui lui fut confirmé. Par ailleurs, en 2004, on a pu voir lors d'un épisode de la très populaire série télévisuelle Nip Tuck un chirurgien faire l'amour avec une patiente qui venait de subir une chirurgie reconstructrice du clitoris afin de vérifier si l'opération avait ou non réussi. Parfois, l'observation s'accompagnait aussi du toucher. En juin 1941, la princesse de Grèce Marie Bonaparte, disciple de Sigmund Freud, fut obligée de fuir la France occupée par l'Allemagne et se rendit en Égypte. Elle contacta alors Mahfouz Pacha, gynécologue à l'hôpital copte du Caire, qui lui montra 2 femmes excisées venant à peine d'accoucher. Bonaparte rapporta dans ses notes sur l'excision. Chez l'une d'elles, les 2 petites lèvres excisées sont soudées par-dessus un moignon du clitoris qu'il me fait palper au travers. Au-delà du cas exceptionnel de Marie Bonaparte se livrant à la palpation pseudo-médicale de la vulve suturée d'une femme, il est à noter que l'observation se fait maintenant à l'échelle mondiale, et que la moralité occidentale n'a pu s'empêcher de s'en mêler. Au moment où l'excision cessa d'être seulement une curiosité locale et devint une préoccupation mondiale, les terminologies se modifièrent, et ce que l'on désignait auparavant par l'expression pratique traditionnelle, devint une violation des droits humains. En effet, la décennie de l'ONU pour la femme 1975 à 1985 attira l'attention de la communauté internationale sur cet enjeu et identifia la pratique de la circoncision féminine comme une mutilation génitale féminine, MGF. Ce sigle tristement célèbre, MGF, fut ensuite remplacé par cet autre, CGF, soit coupure génitale féminine parce que l'on considéra que le mot mutilation présupposait un jugement moral sur de telles opérations. Ainsi, à partir des années 1970, les rites ou les rituels de femmes se heurtèrent petit à petit à la question des droits humains, que l'écrivaine américaine d'origine libanaise Evelyn Akkad appelle par euphonie les
Human Rights. De façon semblable, nous pourrions parler en français de droits féminins en greffant le mot femme à humain. Durant les 2 dernières décennies du XXe siècle, la quantité de représentations littéraires de la circoncision féminine ou ce que j'appelle l'excision a considérablement augmenté. Ce corpus reste malgré tout assez peu exploré et ne parvient pas à rivaliser avec la masse d'informations disponibles par le biais d'organisations militantes et de réseaux médiatiques, ainsi que les recherches menées en droit, sociologie et anthropologie culturelle. Bettina Schell Duncan et Ylva Ernlund, directrice du livre phare Female Circoncision in Africa, situent justement la controverse de l'excision au cœur de débats très chargés en émotions et impliquant les questions du relativisme culturel, des droits humains internationaux, du racisme et de l'impérialisme occidental, de la médicalisation, de la sexualité et de l'oppression patriarcale des femmes, provoquant ainsi une poussée de discussion et d'écriture sur le sujet. Étonnamment, l'écriture sur le sujet n'inclut pas la littérature. Pourtant, la littérature demeure un espace privilégié où des voix de femmes peuvent se faire entendre, davantage encore dans les récits de femmes écrits à la première personne, que j'appellerai ici textes expérientiels. La notion de voix est une métaphore connue des discours et savoirs féministes, dont on a certes un peu trop usé, mais selon Cathy Davis, 1994, y avoir recours est malgré tout la meilleure façon d'exprimer ce que les femmes sentent et savent véritablement plutôt que ce qu'elles sont censées sentir et savoir lorsqu'elles sont soumises à des relations de pouvoir patriarcales. L'expression « donner voix » prend ainsi tout son sens lorsqu'une femme africaine, généralement peu au fait des coutumes de l'Occident, fait le récit de son expérience de l'excision à une amanuensis occidentale. Il apparaît essentiel également pour les écrivaines africaines de dire leur expérience de l'excision à la première personne, afin de corriger les perceptions erronées des Occidentaux sur la représentation que les Africaines se font d'elles-mêmes. À titre d'exemple, mentionnons l'écrivaine afro-américaine Alice Walker qui, dans son roman Le secret de la joie, Possessing the Secret of Joy, conteste l'autorité des Africaines à représenter leur propre réalité culturelle et qui se demande avec indignation pourquoi les écrivaines africaines ne dénoncent pas cette tradition ne faisant que les estropier, elles et leurs sœurs. Or, dans les faits, les écrivaines africaines ont non seulement parlé du rite de l'excision mais ont aussi beaucoup écrit à ce sujet, et ont même inspiré Walker dans l'écriture de son roman. Il ne semble pas y avoir d'objet plus approprié pour l'analyse culturelle et la problématique du vécu corporel en littérature, dans son rapport étroit à l'actualité, que le rituel de l'excision, précisément parce qu'il est controversé. En outre, lorsque l'on relie des textes de femmes aux contextes humains qui les ont produits, la catégorie femme, et nécessairement celle de corps féminin, émerge souvent comme un objet de contestation entre différentes factions, constituées souvent d'hommes, mais aussi comme un espace limite entre sujets désincarnés et agents, consentement et protestation, coutumes et droits humains. Notre étude examine, à partir des textes africains dits expérientiels, la position liminale de ces femmes prises entre foi, loi et droit. Travailler sur des textes expérientiels de femmes a également le mérite de démanteler le débat au sujet des positions dedans-dehors, insider-outsider, et de réduire l'écart séparant, tel un affrontement titanesque, universalisme et relativisme culturel, dans la mesure où ce travail nous oblige à considérer la pertinence d'une éthique du conflit. Le besoin anxieux de choisir son camp contamine souvent les débats concernant l'excision, de sorte que les débats ayant trait au rapport entre coutumes africaines et droits humains se partagent entre l'Occident d'un côté et les autres de l'autre, femmes victimes et hommes bourreaux, pour ou contre l'excision, alors qu'on pourrait tout simplement tenter de comprendre par procuration l'expérience des femmes excisées en lisant par exemple les textes que celles-ci écrivent. En essayant de mesurer en quoi l'excision contribue à la construction culturelle du genre, et en mettant l'accent sur la tentative par les femmes de traduire un féminisme international au-delà des territoires, des cultures et des systèmes de croyances, notre étude invite à une politique du toucher et de l'intimité avec l'altérité. Cette étude porte sur des textes écrits sur une période de 4 décennies, des années 1960 à 2006, avec quelques incursions occasionnelles dans l'Afrique coloniale des années 1920, dans les discours médicaux de l'Europe du XVIe siècle et dans les textes de l'Antiquité classique.
Elle couvre une zone géographique très vaste puisque les auteurs des textes étudiés viennent autant du Sénégal, de Sierra Leone, du Burkina Faso, du Nigeria, du Mali, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Togo que de l'Égypte, de la Somalie et du Kenya. Quelques références seront faites également au Maghreb, au Soudan et au Moyen-Orient. L'étude concerne des écrits rédigés en anglais, en français et en arabe, en traduction anglaise ou française, et montre de manière chronologique comment les femmes ont rompu le lien avec les discours masculinistes comme ceux de l'anthropologie moderne, et comment elles sont parvenues à se libérer du carcan inextricable de la culture, de la religion et du patriarcat, pour mettre en mots leur expérience de l'excision sur un mode autobiographique. Structuré en 3 parties, ce livre commence par exposer comment les femmes africaines excisées ont pu fuir le contrôle culturel, première partie. Le livre tâche ensuite de comprendre comment elles ont fui également la surveillance religieuse et patriarcale, deuxième partie. Et enfin, comme tout cela s'est accompagné d'une autre fuite, une fuite physique, par exemple l'exil volontaire ou la demande d'asile en Occident, couronnée parfois par un retour au pays natal, où les femmes sont en quête des apostrophes. Empuissancement, troisième partie. Avant que des écrivaines excisées prennent la plume, de quelque façon que ce soit, pour transmettre leur expérience, la représentation littéraire de l'excision avait été produite par des hommes qui étaient pourtant favorables à l'abolition de ce rite. Si la présente étude inclut dans son champ un certain nombre de récits d'excision écrits par des hommes, chapitre 10, son but principal est de retracer l'émergence d'un élan autobiographique chez les femmes, chapitre 3, qui s'est véritablement dégagé de l'anthropologie masculinisante, tant occidentale qu'africaine, chapitres 1 et 2. Ce faisant, l'étude témoigne également du changement que l'on a vu s'opérer autour de la définition de l'excision, laquelle est passée du rite à la mutilation, changement ayant coïncidé avec la transition du récit à la troisième personne, où l'excision n'est mentionnée qu'au passage, voir le chapitre 4, au récit autobiographique. Au début, cet élan autobiographique se limitait soit à la vignette autobiographique enchâssée dans un traité de sociologie, chapitre 5, soit à des actes autobiographiques oraux, chapitre 6. Il se manifestait principalement dans des textes kényans, nigérians et égyptiens autour de l'excision à l'ère de la post-indépendance, soit de la fin des années 1960 au début des années 1980. Originaires principalement de Somalie, les textes autobiographiques portant sur la forme la plus grave d'excision, à savoir l'infibulation, émergent vers la fin des années 1980 et continuent de s'écrire jusqu'à aujourd'hui, chapitres 7 et 8. À l'orée de cette dernière décennie du XXe siècle, d'autres textes expérientiels de Côte d'Ivoire, de Sierra Leone, du Togo et du Sénégal s'insurgent contre la loi et la question des droits humains, chapitre 9, tout en propulsant la pratique de l'excision dans le contexte postcolonial de la dislocation et de l'exil. Enfin, le chapitre 10 est consacré à la figure de l'exciseuse qui a elle aussi son mot à dire dans l'histoire, sa propre subjectivité à inscrire à l'intérieur de ce débat. À travers l'œil d'une femme. Les multiples instabilités terminologiques entourant le terme autobiographie sont légion. Il y a par exemple l'autofiction Dubrovsky 1988, la surfiction Federman 1975, l'autobiographie postmoderne Soukenik 1988, le roman mondialisé Kingston 1977, la nouvelle autobiographie Rob Grier 1984, la biomythographie Lord 1982, la gynographie Bray 1978, ou même la fiction autobiographique postcoloniale Boudjedra 1989. J'ai néanmoins conservé le terme ainsi que les notions d'écriture de soi et texte expérientiel pour faire allusion à l'écriture émanant d'un corps en situation, et de l'intimité d'un moi-même, femme, s'appuyant sur un nous, femme, tant créatif que spectral. À travers l'œil d'une femme, est le titre que Patricia Kaadis donna à la bibliographie annotée qu'elle établit en 1983 concernant les autobiographies de femmes aux États-Unis, lesquels contribuèrent, grâce à l'apport conjoint de travaux d'historiens et de bibliographes, à faire émerger l'écriture de soi des femmes américaines longtemps enfouies. Les premières tentatives de théorisation de l'autobiographie des femmes en Occident remontent en effet aux années 1980, avec par exemple l'ouvrage d'Estelle C. Jelinek publié en 1980. Le volume paru en 1998, Women, Autobiographie, Theory, CO dirigé par Sidonie Smith et Julia Watson,
contribua justement à faciliter une telle émergence. Si de telles exhumations culturelles étaient nécessaires après tous ces siècles privés d'autobiographies de femmes, elles deviennent urgentes maintenant dans le champ encore si peu exploré de l'autobiographie ou de l'écriture de soi des femmes africaines. Ces genres ont émergé durant les années 1970, parallèlement au féminisme dit africain. En mettant l'accent sur la matérialité du corps et le traumatisme de l'excision, les textes expérientiels de femmes africaines constituent un nouveau mouvement dans l'histoire de l'écriture de soi en Afrique. Comme nous le verrons au chapitre 8, une telle histoire se lit comme un drap nuptial ou une page blanche, selon le titre de la nouvelle de Karen Blixen 1957, attendant que le sang d'encre de la défloration écrive sa propre douleur. Il est vrai que l'invention de soi au féminin est, en Afrique, un phénomène plus tardif que sa contrepartie masculine, compte tenu des pratiques d'éducation qui retardèrent ou limitèrent la scolarisation des femmes. Au Sénégal, par exemple, la première autobiographie masculine, Force Bonté, écrite par le tirailleur sénégalais Bakary Diallo, remonte à 1926, alors que chez les femmes, les textes marqués par une impulsion autobiographique n'apparaissent que dans les années 1980. Une si longue lettre, 1980 de Mariam Maba, de Tilène au Plateau, Une enfance dakaroise 1975 de Nafissatou Diallo et Le Baobab Fou 1982, de Ken Bugul sont souvent qualifiés de romans autobiographiques, ce à quoi l'on pourrait tout de même émettre quelques réserves. De tels récits écrits à la première personne étaient souvent écrits sous l'impulsion d'une crise telle que la mort du mari ou l'exil. Une décennie plus tôt, les écrivaines occidentales écrivaient de plus en plus à la première personne en conséquence d'une convergence de facteurs tels les féminismes de la deuxième vague en Europe et en Amérique du Nord, la destitution de l'individu dans la prise de décision au profit de la technologie, l'influence croissante du postmodernisme et ses diverses critiques de la représentation, y compris la reconnaissance de l'instabilité des frontières du sujet, selon la théorie poststructuraliste lacanienne. À quoi il faut ajouter la mort du roman. La crise souvent évoquée par ces autobiographes est la mort ou le départ d'un amant, comme dans Cita de Kate Millett, 1977, ou Sonia, 1980, de l'écrivaine allemande Judith Offenbach, ou bien l'horreur ressentie face au régime nazi en Allemagne dans le roman Trame d'enfance, 1976, de Christa Wolf. Mais très souvent la crise est une maladie, telle la névrose invalidante décrite par l'écrivaine native d'Algérie Marie Cardinal dans son roman Les mots pour le dire, 1980, ou encore le cancer dans le journal de cancer, 1980 de l'écrivaine afro-américaine Audre Lorde. Ces autobiographies autour de la maladie, que l'on pourrait appeler des pathographies, mettent en avant le rôle de la douleur, qui devient dès lors un des plus puissants catalyseurs de la réminiscence permettant de transformer la mémoire traumatique en discours littéraire. De même, les femmes africaines ont mis l'accent sur le rôle de la douleur dans la création d'une écriture de soi qui transcenderait le traumatisme. Lors de l'excision, la blessure, implicite dans l'étymologie grecque du mot trauma, est double, autant physique que psychique, et c'est de cette double blessure que découle l'écriture de soi. Ces femmes autobiographes confirment donc la fonction thérapeutique et consolatrice de l'autobiographie tout en associant à ce genre d'autres modes de représentation de soi qui questionnent, parce qu'ils sont multiculturels, les représentations ethniques, raciales et de genre. Aussi, la portée critique de ces textes réfute-t-elle l'affirmation de Bernd Neumann selon laquelle l'autobiographie est un genre purement européen, une création de la culture occidentale. De façon plus significative, nous avançons que le jeu, quel que soit son genre, écrit son autobiographie lorsque précisément la cohésion de ce jeu est la moins certaine. Ce double mouvement qui consiste à inclure les pathographies de femmes et le multiculturalisme rompt avec une longue tradition qui théorise l'autobiographie comme un genre littéraire exclusivement masculin, blanc, occidental et bourgeois, depuis la mise en scène de soi chez Augustin d'Hippone ou Saint-Augustin au drame subjectif de Jean-Jacques Rousseau. Au sein de cette tradition de théorisation, mentionnons l'essai bien connu de l'auteur français Georges Gusdorf, Conditions et limites de l'autobiographie, publié en 1956, et l'ouvrage Geschichte der Autobiographie, Histoire de l'autobiographie 1907, de l'allemand Georg Misch. Dans son livre révolutionnaire Le pacte autobiographique, Philippe Lejeune postulait que le pacte autobiographique entre l'auteur et le lecteur suppose l'existence d'une seule identité partagée entre une personne réelle, le narrateur, et l'objet de la narration.
Sa définition de l'autobiographie, très souvent citée, est la suivante. L'autobiographie est un récit rétrospectif en prose raconté par une personne réelle sur sa propre existence. Toutefois, le jeune a revu ultérieurement sa position en reconnaissant qu'il est possible de mimer un tel contrat, et donc nécessairement l'identité, en admettant, autrement dit, les multiples dissimulations auxquelles donne accès l'autobiographie. Les années 1970 ont par conséquent constitué une décennie riche en questionnements sur l'identité, la subjectivité et le genre dans l'autobiographie. Prendre corps. Si vers la fin des années 1970, les femmes africaines en étaient venues à s'intéresser à l'intime, au début des années 1990 c'est au corps qu'elles s'intéressèrent. Elles décrivirent en détail les joies paradoxales de la maternité, évoquant aussi bien la nudité, la défloration, la puberté, l'allaitement et la ménopause. Elles critiquèrent également dans leurs textes les pratiques patriarcales. Ces critiques se cristallisèrent lors de la décade de l'ONU pour la femme 1975 à 1985, en abordant de plein front des enjeux tels que la polygamie, le viol, la violence conjugale, la prostitution, et l'extension patronymique de l'identité masculine qui s'explique par le fait que l'homme est propriétaire du corps féminin dans l'ensemble des économies libidinales en Afrique. Très souvent, le corps féminin africain est textuellement assiégé. Les textes de femmes sont littéralement occupés par des corps jeunes, gavés, sacrifiés sur l'autel du mariage, par des corps prostitués aux mains de proxénètes voraces, par des corps de femmes enceintes, épuisées, aux seins tombants et débordant de lait, des corps vierges fouillés par les doigts invasifs de la matrone au moment du fameux test de virginité, des organes génitaux excisés ou des vulves infibulées. Dans le roman de l'écrivaine camerounaise installée à Paris Calixte Beyala, Seul le diable le savait, 1990, la protagoniste Bertha déclare « Je veux retrouver mon corps ». Cette revendication pourrait en fait se dire de tous les récits, autobiographiques ou non, des femmes africaines. Les écrivaines africaines tiennent fermement en effet à soustraire leur chair et leur corps aux différents réseaux de pouvoir qui les oppressent, et à s'approprier l'impulsion féminocentrique contemporaine incitant à voir le corps vécu comme déclencheur de l'écriture d'un récit expérientiel. Par moments, le corps féminin est aliéné à tel point qu'il cherche le réconfort dans la prostitution, souvent considérée comme l'ultime forme d'autonomie pour les femmes. Par exemple, le personnage de Tanga dans le roman Tu t'appelleras Tanga, 1988, de Beyala tente d'échapper à la logique de la consommation des corps féminins par les hommes, en faisant de son propre corps, de la chair insensible, telle une pierre. Une autre prostituée, Ekassi, dans C'est le soleil qui m'a brûlé 1987, toujours de Beyala, désérotise intentionnellement son corps, crache la semence inutile de ses clients et parvient ainsi à conserver son ventre absent 62. Enfin, la prostituée Ferdaous du roman Ferdaous. Une voix en enfer de l'égyptienne Nawal el-Saadawi, déchaîne sa colère contre le système patriarcal en poignardant son proxénète. Les années 1990 ont vu se développer deux tendances. D'une part, il y eut une sorte de rebond néo-traditionnel, s'illustrant le mieux par le roman de la Sénégalaise Ken Bugul, nom de plume de Mariéty Mebaye, Riwan ou Le chemin de sable, 1999. Dans cette autobiographie fictionnelle, Bugul décrit son retour au village natal où elle trouve soudainement le bonheur en épousant le tout-puissant Sérigné, chef de la tribu, dont elle devient la 25e femme, et fait alors l'éloge de la polygamie et de la stimulante rivalité entre coépouses. C'est dans la même veine que Fambé Armadou, natif des États-Unis, écrit sa vignette autobiographique, 2000, dans laquelle elle explique sa décision d'aller se faire exciser en Sierra Leone, voir chapitre 9. D'autre part, la seconde tendance compte des représentations inédites de maladies traditionnellement considérées d'origine occidentale, telle l'anorexie mentale qui est au cœur du livre Nervous Condition 1988, de l'écrivaine zimbabwéenne Tsitsi Dangarambga, et de cet autre, Life Size 1993, écrit par la sud-africaine Jennifer Schutt. Des enjeux controversés comme la contraception et l'avortement apparaissent dans La tache de sang, 1990, roman fort éloquent de la Camerounaise Philomène Monsieur Bassek. On y voit déambuler des groupes de femmes appartenant à tous les niveaux de la société, de la tontine locale, coopérative informelle, aux lieux les plus académiques, et les mêmes préoccupations reviennent avec une attristante régularité,
mariage précoce ou forcé, polygamie, claustration, excision et infibulation. Dans la théorisation occidentale de l'autobiographie, l'homme est souvent à la femme ce que l'individualisme est au relationnel. Dans la mesure où l'on attribue depuis toujours aux femmes un moi aux frontières instables, l'autobiographie féminine est considérée comme une écriture tournée davantage vers la relation, plus holistique et davantage orientée vers l'autre que l'écriture de soi masculine, en ce qu'elle négocie entre le jeu évident de l'identité et le nous, de l'identité collective féministe. Les féministes ont tenu à distinguer l'invention de soi féminine des modèles individualistes de subjectivité hérités de l'Occident. Définissant la confession comme un type d'écriture autobiographique qui signale son intention de mettre en avant les détails les plus personnels et les plus intimes de la vie de l'auteur, Rita Felski, 1989, a forgé l'expression « confession féministe » afin d'illustrer l'intersection entre l'impératif autobiographique obligeant à communiquer la vérité d'une individualité unique et la préoccupation féministe concernant les éléments représentatifs et intersubjectifs de l'expérience d'une femme. De toute évidence, l'expérience de la collectivité fait partie de la relationnalité des femmes. Puisqu'elle partage son identité avec d'autres femmes, la femme autobiographe sélectionne les aspects de son expérience susceptibles d'avoir une influence sur d'autres, d'où la relationnalité dichotomique dans l'autobiographie féminine plutôt que la subjectivité individuelle de l'autobiographie masculine et bourgeoise. En ce qui concerne les autobiographies de femmes africaines, la sacro-sainte grille de lecture relationnelle versus individuelle se complique davantage lorsque l'on met face à face la subjectivité masculine relationnelle africaine et la subjectivité occidentale individuelle. Les femmes africaines seraient donc doublement tournées vers le relationnel à la puissance 2. On pense qu'à la différence des Occidentaux, les hommes et les femmes africains sont fortement ancrés dans la culture et liés à la famille, la communauté, et les réseaux étendus de parenté géocentrique. Dans les textes à l'étude, les femmes autobiographes déploient beaucoup d'efforts pour se définir par le biais d'une affiliation ethnique, nationale ou culturelle. Par exemple, la Togolaise Foyisa Kassindia et Koussountou, la Guinéenne Kesso Barry et Peul, la Somalienne Waris Dirie et Majertine Daroud. Mais elles sont aussi membres de plusieurs collectivités entrecroisées, de sorte qu'il soit possible de dire, comme le fait John Brinkman, 1988, dans un autre contexte, que leurs identités sociales sont organisées et que leur participation au discours survient à l'intérieur de plusieurs pratiques culturelles et de traditions potentiellement conflictuelles en même temps. 24. Par exemple, Waris Dirie et Majertine, somalienne et musulmane. Kassindia et Koussountou, togolaise et musulmane. La Kenyane Charity Wachuma et Kikuyu, kenyane et chrétienne. L'idée d'une communauté africaine singulière, unie et capable de s'autodéfinir est par conséquent autant un mythe que la fiction du sujet africain singulier, uni qui se serait auto-construit. Ainsi que les textes à l'étude le montrent, les Africains en question ont tous exercé une certaine individualité dans le contexte africain, tout en conservant des pratiques culturelles traditionnelles. Citons par exemple le père de Foyisa Kassindia qui décida de ne pas faire exciser sa fille, tout en demeurant soucieux des droits coutumiers et des doctrines de l'islam. Il y a aussi Fatouma Ahmed Ben qui aide sa fille Waris Dirie à échapper à l'autorité du père et à un mariage arrangé, mais qui est complice en la faisant exciser. Dans un même ordre d'idées, les femmes autobiographes dont il est question dans ce livre exercent chacune à leur façon un certain degré d'agentivité, de surcroît féminin, en racontant leur expérience de l'excision et en naviguant entre des textes autobiographiques et des textes politico-culturels, entre le jeu et diverses formes du nous. Par conséquent, l'excision ne doit pas être perçue comme une expérience isolée mais comme une pratique répétée à l'infini à travers la ritualisation, la déritualisation ou la réritualisation. L'excision a été subie par un nombre incalculable de femmes avant que la fillette dont il est question dans tel ou tel texte en fasse l'expérience. Elle est parallèlement subie par une parente ou une amie, et elle sera subie par de nombreuses autres femmes même après l'opération ponctuelle d'une fillette. D'où l'importance du motif sororal et de ce qu'Alice Walker appelle le continuum de la douleur, souvent à l'œuvre dans les textes expérientiels à l'étude. L'histoire de la subjectivité de la femme excisée
est en effet inséparable du sentiment d'appartenance à la communauté que celle-ci éprouve, si bien que même le plus timide et minuscule nous devient parce qu'original un nous assuré. Parlant des femmes noires, Bernice Johnson Reagan, 1982, écrit « Au fondement de notre identité, nous sommes nationalistes. Nous sommes des bâtisseurs et nous portons des traditions culturelles qui sont la clé de la formation et la continuité de la culture. Néanmoins, comme nous le verrons, si les femmes sont à l'origine les dépositaires de la pratique de l'excision, elles ont aussi une capacité d'intervention, c'est-à-dire la possibilité de rompre avec le culte de la culture et d'éradiquer ce rite. En d'autres termes, les femmes détiennent le pouvoir d'agir et de briser la chaîne de transmission culturelle, tout en négociant avec la religion et le patriarcat. Puisque ces négociations culminent dans l'invention littéraire, l'autobiographie féminine africaine prend corps et touche des espaces corporels inexplorés justement en figurant l'excision sous toutes ses formes. Nommer l'excision. L'excision en réalité n'existe pas. L'infibulation non plus. En effet, des mots comme excision, circoncision et infibulation dérivent du latin et n'existent pas en tant que tels dans les sociétés où elles sont pratiquées. L'excision va de l'expression prendre un bain, en Igbo, Isaaru ou Iwuaru, à Bolokoli qui signifie le lavage des mains en Bambara, en passant par Salinde qui veut dire se laver avant la prière en Soninké ou Saracolé. Nommer cette pratique en mots d'origine latine et faire circuler de telles fabrications linguistiques à l'intérieur et à l'extérieur de l'Occident sont des façons typiquement occidentales de s'approprier des pratiques non occidentales en tant que formes exotiques de modification corporelle. Des mots tels que mutilation, lui aussi dérivé du latin et revêtant une dimension légale et morale comme en témoigne l'appellation mutilation génitale féminine, sont à l'égal d'autres mots comme déformation lorsqu'il fait référence aux pieds bandés, aux oreilles allongées, au cou étiré des femmes girafes, aux lèvres plateaux, au crâne déformé et aux têtes rétrécies. Comme Frances Maciel et Patricia Sharp le font remarquer dans leur ouvrage Tattoo, Torture, Mutilation and Adornment, 1992, l'intérêt pour ces pratiques exotiques est un phénomène récent. Elles ne sont plus considérées comme des coutumes extrêmes et bizarres contre lesquelles nous, les Occidentaux, pourrions construire notre naturalité, mais servent plutôt à dénaturaliser le corps occidental. Armando Favazza, 1996, a poussé l'analogie encore plus loin en reliant les pratiques occidentales comme le piercing, le tatouage, les marquages et toute autre forme de modification du corps à des actes d'automutilation comme l'entaille de la peau, l'autocastration et l'énucléation qui sont généralement associés à des pathologies mentales. Dans certains cas, le contexte culturel est évoqué pour justifier ces pratiques très éloignées de nos sociétés contemporaines, comme en témoigne la décision de ce juge de la Cour suprême énonçant que le cannibalisme malaisien n'était en soi ni abusif ni indécent, mais doit plutôt être compris en fonction du contexte culturel. Mais l'acte de cannibalisme en question était le fait d'un père psychotique originaire de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui mangea son propre fils. Dans ce cas, on a fait passer l'acte de cannibalisme pour une pratique culturellement déterminée, alors qu'il était en réalité le résultat d'une grave psychose que Favazza a pu tout aussi bien observer dans les contextes occidentaux. Par contamination culturelle, les termes excision, mutilation génitale féminine ou MGF sont maintenant largement utilisés sur le continent africain. Curieusement, ce que nous savons de l'excision en ce début de XXIe siècle nous vient essentiellement de l'anthropologie culturelle moderne d'origine européenne et de l'ethnopsychiatrie. Si l'Allemand Félix Brisck avait répertorié dans son ouvrage de 1910, Neger Eros, 8 types d'opérations génitales lors de son travail de terrain avec les Nandi au Kenya, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, ne retient que 4 types d'opérations rituelles impliquant la modification des organes génitaux féminins. Néanmoins, je ne ferai allusion qu'aux 3 premiers types, laissant de côté les variations moins connues. Le premier type, désigné par le terme SUNA, implique la clitoridectomie partielle qui correspond à l'ablation du prépuce ou capuchon du clitoris. Le second type, l'excision en tant que telle appelée également clitoridectomie, implique non seulement l'ablation du dit prépuce mais aussi celle du clitoris et s'accompagne souvent de la labiadectomie, partielle ou complète. Le troisième type, l'infibulation ou suture,
consiste en l'ablation complète du clitoris, des petites lèvres et des grandes lèvres et à coudre ensemble les deux côtés, c'est-à-dire les bords coupés, de la vulve afin de recouvrir l'urètre et l'introïde vaginal, ne laissant qu'une toute petite ouverture destinée à l'écoulement de l'urine et des règles. À moins de parler spécifiquement de l'infibulation, j'utiliserai dans ce livre le terme excision pour désigner sans distinction ces trois types d'opérations. En dépit de l'usage généralisé du sigle CGM pour coupure génitale féminine, j'ai évité autant que possible d'utiliser le mot coupure à cause de ses résonances avec l'automutilation et les violences génitales auto-infligées, dont il est question par exemple dans l'ouvrage de Stephen Levenkron Cutting, Understanding and Overcoming Self-Mutilation, 1998. Si Germaine Greer a soutenu dans La femme entière, 1999-2002, que la différence entre automutilation et mutilation génitale est ténue, Favazza de son côté a fait de l'automutilation une sous-catégorie du concept plus général de mutilation dirigée contre autrui. L'expression mutilation génitale féminine a même été utilisée en référence au cas d'une Américaine de 38 ans, femme au foyer, hospitalisée pour frénésie alimentaire grave et vomissements autoprovoqués et qui s'entailla les organes génitaux avec une lame de rasoir après une dispute conjugale. Il y a pourtant une nette différence entre une femme qui mutile ses propres organes génitaux parce qu'elle est atteinte de schizophrénie, dont cette forme très particulière est connue sous le nom de syndrome de Sénis, ou parce que son seul autre choix est le suicide, et une écrivaine exprimant son désaccord devant le fait qu'une modification irréversible de son corps lui a été imposée mais aussi que cette modification est ensuite justifiée par sa culture. De même, je n'ai pas utilisé l'expression chirurgie génitale, puisqu'à l'exception des rares cas d'excision médicalisée apparaissant dans les récits expérientiels, l'excision n'implique pas de chirurgie, au sens strict de traitement médical du corps par incision ou manipulation d'instruments. Bien que l'on utilise des instruments tranchants tels le couteau ou le rasoir, l'excision n'est généralement pas effectuée dans un contexte médical, et quand le rite est pratiqué, la question des blessures ou des maladies potentiellement provoquées par la chirurgie est largement absente. En tant que rite de purification, l'excision repose sur l'idée d'un hermaphrodisme originaire et vise à supprimer la prétendue masculinité vestigiale du clitoris, de la même façon que la circoncision chez l'homme retire la prétendue féminité vestigiale du prépuce. Mais si l'on poussait ce raisonnement jusqu'au bout, on en conclurait qu'il faut supprimer les mamelons chez les hommes. Il se trouve que cette ablation est pratiquée, par exemple, parmi les Djangueros dans la haute vallée d'Omo-Botégo, dans l'ouest de l'Éthiopie. Selon Marie Bonaparte, disciple et amie de Freud, l'explorateur français de l'Éthiopie Jules Borelli a rapporté en 1888 dans son journal de voyage que cette coutume était pratiquée parce que, a-t-il appris par des informateurs, un homme ne doit leur, les femmes ressembler en rien. Lorsque Bonaparte visita cette région 40 ans plus tard, les mêmes explications lui furent prodiguées pour justifier la perpétuation du rite. Le terme rite en référence à l'excision apparaît dans plusieurs locutions. Dans African Religion and Philosophy, 1969, le célèbre philosophe John Mbiti assimile l'initiation à des rites de puberté alors qu'en réalité la circoncision et l'excision sont des pratiques s'expliquant moins par la physiologie que par la signification sociale dont elles sont porteuses, et la puberté sociale précède souvent la puberté physiologique. Emmanuel Babatunde, 1998, parle dans son étude anthropologique des Ketu Yoruba de rite de fertilité. La locution rite de nubilité appartient également à la langue d'usage. Si le rite de l'excision est encore un rite de passage dont les origines restent à élucider, il est pratiqué sur des femmes et par des femmes principalement en Afrique subsaharienne, au Mashrek et dans de nombreux autres pays quel que soit le rang social ou l'appartenance religieuse de ces femmes. Les autres pays où l'excision est pratiquée sont dans l'ordre alphabétique, le Bahreïn, le Bénin, le Burkina Faso, la République centrafricaine, le Tchad, l'Égypte, l'Inde, l'Indonésie, le Kenya, la Malaisie, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, l'Oman, le Pakistan, le Sénégal, la Somalie, le Soudan, le Togo ainsi que le Yémen. À cette liste déjà impressionnante, nous pouvons ajouter quelques cas, rapportés par le biais d'anecdotes plutôt que par des informations attestées au Botswana, au Lesotho, au Mozambique, en Algérie, en Libye et enfin au Malawi. Sur le continent africain,
L'excision est répartie de façon contiguë quelles que soient ses formes, sur deux axes, un axe est-ouest allant du Yémen au Sénégal, et un axe nord-sud allant de l'Égypte à la Tanzanie qui se croisent au Soudan. Je reviendrai plus en détail sur les raisons qui expliquent une telle répartition géographique au chapitre 7. Le rite de l'excision, pratiqué en général chez la fille entre l'âge de 4 et 15 ans, marque l'entrée de celle-ci dans l'âge adulte. Mais l'excision peut être aussi réalisée sur des nourrissons, des femmes âgées, ou bien des cadavres de femmes. Le fait même que l'excision puisse être pratiquée sur des nourrissons montre que la coutume n'est plus seulement liée à l'initiation à l'âge adulte. Autrement dit, l'excision est dans certains cas non plus un rite pubertaire, elle fonctionne tout simplement comme une pratique déritualisée. En outre, le troisième type d'excision, l'infibulation, n'est nulle part attesté comme rite. En dépit des efforts pour identifier et nommer l'excision, les terminologies demeurent instables. Comme Bettina Schell Duncan et Ylva Ernlund de 2000 l'ont signalé, les deux premiers types d'excision reconnus par l'OMS ne sont pas toujours très bien distingués et se confondent fréquemment en une seule et même catégorie. En outre, l'infibulation est appelée circoncision pharaonique, dans la région du Soudan, à distinguer du pays, le Soudan, alors que les Égyptiens l'appellent circoncision soudanaise. Par ailleurs, invoquer la sunna, c'est-à-dire le premier type d'excision, pour faire allusion à l'excision obligatoire des femmes, est erroné. En effet, le terme sunna signifie en arabe « tradition » et désigne d'après le Coran et les hadiths le devoir de Mohammed le prophète qui se constitue d'obligations religieuses ou de pratiques recommandées émanant des enseignements et des actes de Mohammed. Or selon la sunna et par conséquent selon la loi musulmane sunnite, la circoncision masculine qui a lieu le 7e jour après la naissance est appelée mustahab, recommandée, et l'excision féminine est désignée par le terme makrouma qui signifie désirable, permise ou conseillée, mais pas obligatoire. Obligatoire se dit wajib. Comme nous le verrons au chapitre 5, la sunna est une forme d'excision atténuée qui a eu la préséance sur d'autres formes comme l'infibulation avec la montée de l'islam et la diffusion des présumées recommandations du prophète à une exciseuse, rassemblées dans un hadith, et selon lesquelles il ne faudrait pas couper trop profondément. Effrayante symétrie. Dans son livre Prisoners of Ritual, 1989, Annie Lightfoot Klein évoque une variante de l'excision au Soudan de type sunna kashfa, signifiant sunna décapuchonnée, qui entraîne la coupure du haut seulement ou de la moitié du clitoris. Suzanne Izet et Naïd Toubia, 1999, déclarent en revanche qu'il n'y a en réalité aucun rapport médical attestant l'existence de cette procédure. Schell Duncan et Ernlund de 2000, selon qui ce type de sunna implique seulement l'entaille du prépuce ou du capuchon clitoridien, estime que la sunna est le seul type d'excision qui puisse être interprété comme analogue à la circoncision masculine. La circoncision, tant la masculine que la féminine, est classée comme un rituel et constitue, d'un point de vue clinique, une amputation irréversible des organes génitaux, avec des conséquences désastreuses et parfois durables pour les hommes autant que pour les femmes. C'est toutefois avec réserve que les spécialistes et les militants ont fait valoir l'existence d'une symétrie entre l'excision et l'amputation du prépuce, recouvrant le gland du pénis, que l'on appelle communément la circoncision masculine. La locution circoncision féminine a généralement été abandonnée mais n'a pas complètement disparu de la langue d'usage comme en témoigne la parution d'un ouvrage collectif dirigé par Obioma Nnaemeka qui s'intitule Female Circumcision and the Politics of Knowledge, 2005. Même si une certaine symétrie peut donc être admise entre la circoncision masculine et le premier type de clitoridectomie partielle, la forme d'excision la plus radicale et la plus grave, à savoir l'infibulation, établit clairement une dissymétrie et fournit même un exemple de dissymétrie incarnée. Puisque l'infibulation masculine consiste à passer une fibule à travers le prépuce ramené sur le gland, rendant ainsi impossible sa rétractation sur le gland, et donc toute érection très douloureuse, on pourrait dire que cette forme d'infibulation masculine est semblable à l'infibulation féminine, mais en fait elle n'était pratiquée que dans la Rome antique et ne concernait que les chanteurs lyriques, les athlètes et les gladiateurs. Pareillement, l'ancienne opération juive appelée péria, ouverture ou décapuchonnage, qui était pratiquée afin d'empêcher les juifs de se faire passer pour des hommes non circoncis,
était assez grave puisqu'elle impliquait le déchirement et l'arrachage de la membrane intérieure restante du prépuce, et avec un ongle coupant, l'ablation du tissu muqueux et l'excision du frein. Mais il faut en convenir, cette coutume remonte au IIe siècle de l'ère commune, c'est-à-dire au début de ce que les historiens du judaïsme appellent la période rabbinique et n'est plus du tout pratiquée. Dans le cas de la subincision du pénis, c'est toute la peau du pénis et même la peau allant jusqu'au nombril, souvent, qui est arrachée. Cette coutume égale la sévérité de l'excision contemporaine puisqu'elle est appuyée par des rapports relativement récents provenant du Yémen et de l'Arabie saoudite et remontant à 1986. Les conséquences médicales de la subincision du pénis, telles la fistule urétrale, la septicémie et parfois la mort sont aussi graves que les conséquences liées à l'excision, mais en fait les cas de subincision sont rares, surtout proportionnellement aux 150 millions de femmes et de fillettes qui auraient été excisées d'une façon ou d'une autre. Mais le lucide et solide plaidoyer de Sami Aldi Babou Salieh en faveur de cette idée qu'il y aurait une symétrie entre les pratiques concernant les femmes et les pratiques concernant les hommes, a au moins le mérite de nous forcer à considérer l'histoire jamais racontée de ce qui aurait comme nom la mutilation génitale des garçons, MGG, qui a lieu à la fréquence d'une circoncision par battement de cœur. Cependant, les aspects discursifs de cette dissymétrie m'intéressent aussi. En effet, la portée statistique et émotionnelle des récits de femmes à la première personne demeure jusqu'ici inégalée par les récits d'hommes traitant de la perte du prépuce, même si certaines sociétés encouragent les hommes à pleurer cette perte, et même si des groupes de soutien se mobilisent pour venir en aide aux hommes circoncis. Si le texte Circonfession, 1990, de Jacques Derrida se lit comme une autobiographie juive, écrite par le dernier des Juifs, autour de la circoncision qu'il a subie lorsqu'il avait 8 jours, il y a très peu de textes autobiographiques masculins qui parlent sur un mode expérientiel, ni même avec circonspection, depuis l'intimité du moi, de cette expérience corporelle traumatisante. Cette dissymétrie discursive n'empêche pas pour autant un dualisme profondément ancré qui repose dans certaines sociétés africaines, sur la ségrégation sexuelle de l'homme et de la femme, et qui semble s'inscrire au creux même de la chair. Première partie, le culte de la culture. Effrayante symétrie en effet, que celle des rayures du pelage d'un tigre ou de quelque motif régulier que ce soit. Dans son poème célèbre, William Blake n'avait-il pas considéré cette symétrie si impressionnante qu'elle ne pouvait que faire partie d'un plan divin ? Dans cette première partie, lorsque j'aborde l'excision féminine et la circoncision masculine en tant que pratique symétrique, comme c'est le cas dans les croyances kényanes, chapitre 2, j'entends symétrie dans son acception moderne plutôt que dans son sens grec qui veut dire avec mesure ou harmonieusement. Notre conception moderne de la symétrie est binaire. Kuno Lorenz, 2005, dit ainsi qu'une relation binaire est symétrique si et seulement si un des éléments coïncide avec son contraire, comme être identique à ou être semblable à, mais à l'inverse deux être plus lourds qu'eux ou être plus froid qu'eux. Tel que je le démontrerai, la symétrie entre ces deux pratiques, de même que la symétrie liée au dualisme homme-femme et la ségrégation des sexes, est une construction humaine qui est renforcée par le culte de la culture. Or ce culte est souvent masculin, et confirme que la vie des femmes a été déterminée par un scénario asymétrique qu'elles n'ont de toute évidence pas écrit. Associer la femme à la nature, au primitif et au corps, et l'homme à la culture, à la civilisation et à l'esprit est un phénomène encore largement répandu dans la métaphysique occidentale contemporaine et dans les conceptions, tant occidentales qu'africaines, de la différence sexuelle. L'appartenance à un ou l'autre sexe est à ce point survalorisée dans certaines cultures africaines, que l'excision clitoridienne, ou toute autre forme d'excision génitale, y est présentée comme une nécessité afin de garantir que la féminité ne ressemble en aucune façon à la masculinité. Je démontrerai que c'est un mode unisexué, semblable à celui qui a régi en Europe depuis le temps des Grecs jusqu'au XVIIIe siècle, qui est responsable d'avoir figé cette image stéréotypée du corps féminin comme version diminuée du corps masculin mais pouvant lui faire concurrence si laissé intact. Par conséquent, ce mode unisexué exige que la masculinité résiduelle du clitoris soit supprimée par le biais de l'excision. L'excision apparaît ainsi comme une pratique sociale qui conforte la ségrégation des sexes et en quelque sorte l'inégalité entre les genres, mais qui prétend enrayer le chaos social.
Cette pratique rituelle est communément inscrite dans des mythes cosmogoniques de création qui prédéterminent la culture et en même temps l'ordre social. Un bref détour par les avatars représentatifs du clitoris au sein du discours médical de l'Europe moderne met en lumière la façon dont les manipulations génitales africaines ont fourni le matériau qui allait incarner le rêve masculin européen à cette époque. Ces pratiques ont aussi nourri l'anthropologie européenne et la psychanalyse naissante à une époque où l'usage européen et britannique de la déclitorisation était dans l'ensemble ignoré dans les écrits anthropologiques européens, lesquels se concentraient plutôt sur le dégoût africain à l'égard de l'hypertrophie du clitoris. Chapitre 1 – Prétexte sexuel. Il n'existe d'excision que celle du clitoris. Werwer Liking, Bomu Mamdou et Binda Negazalo 5 Murat. Autant en Éthiopie, en Somalie, en Égypte, en Sierra Leone qu'au Soudan, il est coutumier de croire qu'un clitoris surdimensionné ou non excisé ainsi que la masturbation sont des obstacles à la fertilité dans la mesure où le premier est une obstruction au coït, et le second, un évitement de celui-ci. Les cultures européennes et africaines, toutes deux phallocentriques, font du siège du désir féminin un mystérieux bouchon volcanique menaçant sans cesse d'entrer en éruption et d'anéantir l'ordre patriarcal centré sur le coït. Je soumets par conséquent 2 prétextes sexuels, l'un européen qui s'appuie sur les pratiques génitales africaines et l'autre africain. Dans une certaine mesure, l'un comme l'autre, autant dire les deux, ont influencé directement ou de manière subliminale l'écriture de soi contemporaine des femmes sur l'excision. La fabrique du sexe, les tribades, les macroclitorides et l'excision. L'excès sexuel chez les femmes a souvent été invoqué pour justifier les opérations de réduction du clitoris allant de la clitoridectomie à l'infibulation, et a été localisé de façon habituelle dans le clitoris. En dépit de la relative petitesse de cet organe, l'histoire concernant sa longueur est longue. Témoignant de leur expérience de l'excision, les 5 femmes égyptiennes qui narrent leur histoire personnelle à Naira Attia dans Kulkaal, voir le chapitre 6, s'étendent invariablement sur la taille démesurée et la laideur des organes génitaux féminins, influencées en effet par la croyance que chez la femme, ces parties grossissent au fur et à mesure qu'elle grandit. L'une d'elles rappelle le cas de cette femme qui avait été forcée par des parents bien intentionnés de subir l'opération une semaine avant son mariage car elle avait l'air inconvenante. Si on avait révélé ces parties, on les aurait vues pendre. Ça départ une fille. La notion de défiguration ou de dégradation surgit ainsi avec une régularité monotone lorsqu'il s'agit des organes génitaux féminins, et leur capacité à grandir et même à repousser, une fois sectionnés, est une raison parfois invoquée dans le cas d'excision tardive. Dans le contexte égyptien de Kulkaal, Souda la femme noire fait allusion à une coutume d'origine soudanaise qui consiste à retarder l'excision jusqu'à ce que la fille ait 12 ou 13 ans, car plus une fille est excisée tard, moins il y a de chances que ces parties-là repoussent. Mais je ne sais pas, rétorque-t-elle, si c'est vrai. De façon étonnante, les histoires de ces femmes égyptiennes, de même que d'autres récits semblables provenant de la ceinture soudanaise, rejoignent le discours médical européen de l'après-Renaissance. L'une des caractéristiques du clitoris dans l'Europe du XVIIe siècle était sa capacité menaçante à concurrencer un pénis masculin, ce qui était considéré comme une usurpation inacceptable du rôle dit actif de l'homme et soulevait par conséquent l'angoisse de la pénétration. Le nom lui-même est un mot latin du XVIIe siècle, dont on pense qu'il dérive en fait du verbe grec kleitoriasin, c'est-à-dire titiller lascivement, ou bien d'un autre, kleiein, c'est-à-dire fermer, ou clôturer ou recouvrir. Mais le philologue Marcel Cohen conclut pour sa part que l'origine du mot cléitoris ne se trouve pas dans la langue grecque, et que ce mot ressemble sensiblement à ses synonymes dans les langues vivantes de l'Éthiopie. Bien que le clitoris ait été connu dans l'Antiquité grecque et sans doute bien avant, il fut mis sous rature ou tomba en disgrâce, puis fut ensuite redécouvert pour emprunter la formule très juste de Catherine Park 1997 au milieu du XVIe siècle. Cette redécouverte s'opéra par le biais de la relecture d'anciens travaux grecs tels que ceux de Galien qui vécut en Grèce au IIe siècle, travaux dans lesquels le rôle du clitoris en tant que siège principal du plaisir dans la copulation charnelle était destiné à attirer la semence masculine. La dissection systémique de cadavres de femmes contribua aussi à la redécouverte du clitoris,
Mais l'anatomiste flamand Andreas Vesalius qui écrivait en 1564 que on ne peut guère attribuer cette nouvelle partie, inutile car elle n'a même pas le statut d'organe, à des femmes saines intégrées, ne fit que réaffirmer l'opinion traditionnelle selon laquelle le clitoris était une structure pathologique rencontrée chez les femmes hermaphrodites. Thomas Laqueur renverse finement les choses en écrivant dans La Fabrique du sexe, 1990, que croire c'est voir, et saisit ainsi admirablement la clitorophobie idéologique flagrante chez Vesalius, clitorophobie qui va même jusqu'à effacer la preuve oculaire de l'anatomie clitoridienne de la femme. Successivement appelé le mépris des hommes, membre honteux ou contemptus viorum, le clitoris n'a pas toujours été considéré comme un organe et sa fonction pas toujours liée à la sexualité. Même sous les auspices de l'anatomie, il était davantage associé à la miction qu'à la réponse sexuelle, ce qui confirme le diagnostic de Laqueur sur le compte du clitoris en tant que parabole culturelle, signalant à l'aporie de l'anatomie. Même aujourd'hui, autant en dedans qu'en dehors de l'Occident, le clitoris joue un rôle relativement suspect dans ce qui relève d'une économie anti-vulvaire virulente, dont on peut dire qu'elle remonte jusqu'aux visions phallogocentriques grecques du sexe creux. Paul d'Égine, physicien byzantin du XVIIe siècle, décrivit la pratique égyptienne qui consiste à arracher le clitoris lorsqu'il est hypertrophié. Il fait allusion en particulier à la nymphomanie, dont il disait qu'elle aurait pu expliquer la coutume de la clitoridectomie. D'autres écrivains du 1er siècle tels qu'Aécio d'Amida et Galien de Pergame signalèrent que l'opération de la clitoridectomie était très courante en Égypte. Cependant, il s'abstinrent de la recommander et même d'indiquer que des organes génitaux anormalement proéminents favorisent ou encouragent les femmes à avoir des rapports sexuels avec d'autres femmes, comme ce fut le cas pour la tribade au XVIIe siècle. En dehors de sa présumée capacité érectile, l'érection relevant du mouvement et l'attraction de la semence, le clitoris devint en effet associé dans une chaîne métonymique à la déviance sexuelle féminine, c'est-à-dire au rapport sexuel entre femmes. Une tribade, du grec tribain c'est-à-dire frotter, que l'on appelle aussi confricatrice ou ribaude en français et moins couramment frotteuse en anglais, est une femme qui trouve du plaisir sexuel avec d'autres femmes, habituellement en frottant son clitoris hypertrophié contre un autre. Cette figure est en somme une construction prémoderne du lesbianisme. Avec le temps, le clitoris grandit et se mesura en verge, et sa taille gonfla jusqu'à atteindre les dimensions d'un coup-doigt ou d'une bite de garçon. Pour ne donner qu'un seul exemple, au XVIIe siècle, Elkia Crook écrivit que le clitoris parfois poussait à une telle longueur qu'il pendait comme le membre d'un homme sans fente. Et ajoutant rapidement, lorsqu'il est frotté au contact des vêtements, il s'exhibe alors et devient aussi rigide que la verge d'un homme. Et c'est de cette partie dont abusent les redoutables femmes appelées tribades, souvent mentionnées par plusieurs auteurs et justement punies dans certains États, afin d'assouvir leurs désirs mutuels contre nature. De telles comparaisons, apparaissant tant dans les travaux de Crook, de Thomas Bartholin, de Nicolas Culpeper que dans ceux de Jacques d'Aléchamp, 1570, émanent clairement de conceptions phalliques du clitoris. Ce qui constitue la vérité ici dépend largement de celui qui observe et de ce qui est observé, puisque la friction d'une femme peut être la fiction d'un homme. Le discours médical européen du XVIIe siècle est rempli de tels amalgames entre la pénétration par un clitoris hypertrophié, le frottement et la masturbation, pour laquelle, comme le signale avec bon sens la critique Valérie Traube, un large clitoris peut être utile mais pas forcément nécessaire. Plus particulièrement, les tribades furent à l'origine de certaines anxiétés au sein du discours médical français. Au XVIe siècle, le physicien Ambroise Paré s'attarde sur la monstruosité des nymphes, ou lèvres, de certaines femmes, aussi appelées lèvres péniennes, qui sont comme le pénis masculin et qui peuvent être utilisées pour s'amuser avec d'autres femmes. Séverin Pinault jeta le discrédit sur ce potentiel ludique, et considéra les lèvres inaptes à l'érection. Quant aux ouvrages de l'anatomiste parisien Jean Rioland le Jeune, 1650, il foisonnait d'associations confuses et paratactiques amalgamant la tribade lesbienne et le clitoris. Traube a appelé à juste titre ces deux derniers les sœurs de la honte. En 1614, ce même Rioland soutint que les hermaphrodites étaient en fait des femmes ayant des clitoris aussi gros que les doigts, c'est-à-dire des tribades, ou ce que ce savant anglais du XVIIIe siècle, James Parsons, 1741, appellera plus tard des macroclitorides.
Riolan entra ainsi en conflit avec son contemporain Jacques Duval, notamment au sujet du cas de Marie Marin-Le Marcis, épisode qui devint par la suite la célèbre controverse Riolan-Duval. En 1601, Marie Le Marcis de Rouen tomba amoureuse de Jean Lefebvre. Afin d'épouser Jean, Marie déclara être un homme assigné depuis la naissance au genre femme et souhaita être appelé Marin-Le Marcis. Le couple fut arrêté, jugé et condamné. Tandis que Riolan croyait que Marin était une femme, vraisemblablement atteinte d'un prolapsus utérin, autrement dit une tribade pénétratrice, donc coupable de sodomie, Duval de son côté maintenait que Marie était un hermaphrodite à composante principale masculine donc innocent. Cette controverse confirme que le sexe est une catégorie sociologique et légale, plutôt qu'une catégorie ontologique. Redécouvrant Aristote, lequel, à l'instar des écrivains hippocratiques, accordait davantage de valeur à la force masculine et à son intense chaleur vitale, qu'à la flasque et froide chair féminine, Riolan présenta la clitoridectomie comme une façon de discipliner la sexualité féminine débridée, prenant comme précédent exemplaire la pratique éthiopienne de l'infibulation. Non sans cruauté, Riolan présuma que cette procédure n'était peut-être pas inutile en cette époque dépravée, où la modestie des vierges est si facilement vaincue par l'appât de l'or, les flatteries et la débauche, lesquelles constituaient selon lui une menace pour la société française. Ambroise Paré, pour sa part, se réclama des observations faites par Léon l'Africain 1556, quant à de telles aberrations sexuelles, repérées dans l'ancienne Mauritanie parmi les femmes de vin farcies, aberrations qui semblaient justifier le recours à des castrateurs dont le métier consistait à couper ces excroissances. Dans son ouvrage Chirurgie françoise 1570, Jacques d'Aléchamps recommanda la nymphotomie qui consistait à amputer une nymphe anormalement grande, en particulier chez les Égyptiens qui coupent justement cette partie. Cependant, cette partie fait allusion au mot nymphe, la version française de qui désigne aussi le clitoris, de sorte que l'on ne sait pas précisément ici quelle partie est coupée. Tout comme le discours médical français, le discours anglais s'appuie lourdement sur les pratiques génitales africaines. Même la sage-femme britannique Jane Sharp, Femme dans un monde d'hommes, est complice du discours masculin du XVIe siècle. Elle évoque l'Égypte où le chirurgien coupe les lèvres pour éviter les problèmes et la honte, dans la mesure où elles sont réputées contenir un flux d'humeur et beaucoup de mouvements qui leur font atteindre une telle longueur. Sharp évoque également l'Afrique du Sud, où quelques marins disent avoir vu des femmes noires se promener toutes nues et leurs ailes pendre. C'est ici une référence évidente à l'infâme tablier des Hottentotes, résultant du MFULI, c'est-à-dire de la coutume d'origine khoikhoi qui consiste à étirer les lèvres, ce qui est bien la preuve qu'il existe des pratiques alternatives en Afrique. Mais alors que l'hypertrophie des lèvres est attribuée à une pulsion sexuelle excessive, l'étirement de celle-ci implique les mêmes croyances que celles qui conduisent à l'excision. Sharp prend la défense des femmes britanniques réputées saines, et déplace le tribadisme et ses travers potentiels sur le continent africain. La nouveauté dans les économies libidinales de la fin du XVIIe siècle européen fut que l'excès érotique attribué généralement aux femmes étrangères pourrait désormais se rencontrer chez des corps chrétiens tels que les filles et les jeunes servantes qui se caressaient elles-mêmes ou entre elles. En 1790, James Bruce décrivit avec beaucoup d'imagination certains cas en Éthiopie, autrefois l'Abyssinie, où l'hypertrophie du clitoris entraînait des difficultés pendant l'accouchement et même pendant le coït. Le Collège des cardinaux de Rome envoya plusieurs chirurgiens qualifiés pour enquêter sur la question, lesquels reprochèrent au climat subtropical d'altérer les organes génitaux des femmes abyssiniennes à tel point que celles-ci étaient différentes des femmes des autres pays et que leur structure naturelle provoquait du dégoût empêchant la pratique du mariage. De la même manière que chez Bartholin qui au XVIIe siècle, croyait qu'un clitoris anormalement gros entravait l'homme dans son activité, ce n'est pas tant la taille démesurée du clitoris qui dérangeait les hommes européens et africains mais plutôt la masturbation féminine et le désir d'une femme pour une autre. En outre, les théories soudanaises de la conception soutiennent que le fœtus est formé de l'union entre le sperme de l'homme, appelé sa semence, et le sang de son épouse. Le rapport sexuel entraîne l'épaississement ou la coagulation du sang de la femme, et alors ces règles cessent jusqu'après la naissance du bébé. Enceinte, une femme nourrit à l'intérieur d'elle la future récolte Zouria de son mari.
Cela fait étrangement écho à la théorie de l'engendrement par la chaleur, et au système hiérarchique fondé sur la chaleur vitale, associé à Galien et à Hippocrate. Le physicien grec accordait une importance égale aux semences paternelles et maternelles dans l'engendrement, contrairement à Aristote qui maintenait que la semence masculine est supérieure à la fétide semence féminine parce qu'elle contient le principe de l'âme. Une telle disparité inspirera les philosophes physiciens bien connus du Moyen-Âge islamique, à savoir Ibn Sina, d'origine perse, et Ibn Rushd, natif d'Espagne, connu en Occident sous les noms d'Avicenne et d'Averroès, dont la cosmologie visionnaire figée leur valut d'être confinés par Dante au premier cercle de l'enfer dans son Inferno. Les croyances africaines autour du sang, du lait, des règles, et de l'eau de sexe, telles que les Samos du Burkina Faso désignaient le sperme, ainsi que celles concernant le rôle néfaste du clitoris dans les fausses couches de fœtus masculins étaient étrangement semblables aux croyances européennes. Par exemple, au XVIIIe siècle à Paris on jugeait que la taille du clitoris chez les embryons de sexe féminin était responsable du nombre apparemment disproportionné de fausses couches de fœtus de sexe masculin au cours des 3e et 4e mois. Face à de telles ressemblances entre les discours européens et africains, on est tenté de penser qu'ils sont sous-tendus par un même modèle de pensée unisexué, visant à préserver le père. Pour le dire en un mot, ce système unisexué que l'on peut faire remonter jusqu'au modèle galénique des organes génitaux masculins et féminins comme isomorphiques et invertis, soutient que le corps féminin est une version diminuée du corps masculin. Selon ce modèle unisexué, le clitoris se dresse triomphalement tel un pénis féminin. Puisque l'on estimait que les femmes avaient un ensemble d'organes génitaux correspondant parfaitement à leurs équivalents masculins. Les ovaires correspondaient en effet aux testicules, l'utérus au scrotum, le vagin et ou le clitoris au pénis. Le plaisir sexuel des femmes était perçu, en dehors de la reproduction, comme une menace au monopole masculin sur le plaisir. Alors, si les femmes possédaient en plus un pénis miniature et qu'elles étaient seulement privées de l'urètre, cela voulait dire, comme le suppute Catherine Park, que toutes les femmes en un sens étaient hermaphrodites, portant et un sexe de femme et un sexe d'homme. Le corollaire était que la plupart des hermaphrodites étaient en réalité des femmes au clitoris anormalement gros. La menace était telle que la clitoridectomie devint un remède possible pour la présumée hypertrophie clitoridienne en Europe, et les pratiques africaines ancestrales furent souvent invoquées pour la légitimer. Les pratiques de déclitorisation en Europe coïncidèrent par conséquent avec la découverte d'opérations génitales en Afrique. Bien que Ben Welsman ne trouvât aucune relation de cause à effet entre ces deux phénomènes, il est évident que les opérations africaines de réduction du clitoris fournirent aux physiciens européens des alibis tout trouvés pour réfréner la sexualité féminine. En affirmant que les organes génitaux féminins sont les incommensurables opposés des organes masculins, plutôt que leur version diminuée ou invertie, l'Europe du XVIIIe siècle fit apparaître un dimorphisme radical. Ce dimorphisme rompt avec l'idée du corps comme site d'ambiguïté, de perméabilité et de fluidité intrinsèque, autant qu'avec la hiérarchie fondée sur la chaleur vitale, comme dans l'économie calorique de Galien. En conséquence, conclut Laqueur, on inventa deux sexes afin de pourvoir le genre d'un fondement nouveau, ce qui eut pour résultat d'élargir le fossé entre le sexe biologique et le genre théâtral. La découverte de l'ovule confirma le manque de pertinence grandissant du clitoris dans le domaine de l'obstétrique, et l'effacement du plaisir sexuel féminin fut parachevé lorsque l'on découvrit que l'orgasme était inutile à la reproduction. Ces conclusions ouvrirent la voie à ce qui devint plus tard une assimilation du clitoris à l'œstrus, définie par John Shaw Billings dans le National Medical Dictionary 1890 comme RUT, orgasme et clitoris. L'orgasme féminin fut ainsi exclu des rapports médicaux relatifs à la conception. Dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, James Parsons, qui avait l'intime conviction d'écrire contre les idées établies concernant les hermaphrodites, les anormaux et les êtres au corps non normatif, promut en réalité un système à deux genres mutuellement exclusifs et ignora le plaisir sexuel. S'il parvint à s'imaginer des rapports sexuels entre macroclitorides, à vrai dire c'était comme simple moyen d'éviter l'accident, c'est-à-dire la conséquence inévitable du fait de fréquenter des hommes, en d'autres mots, une grossesse non désirée. Thomas Lowry a recensé 33 mots connus pour désigner le clitoris en anglais, parmi lesquels nous trouvons
macule, enjôleur, crête, noisette, corne, museau et cerise. Dans les œuvres littéraires, le clitoris a été affublé de plusieurs formules affectueuses allant du bouton au troisième mamelon, en passant par la popule de plaisir, le bourgeon et la graine, mais il est navrant de constater que ces réhabilitations littéraires masculines ont en fait contribué à ce que le sexologue Desmond Diss appelle de façon méprisante la clitocentricité. Écrivant dans les années 1980, il s'accorde beaucoup d'importance à la fonction érotique du volumineux vagin et rassemble de nombreuses preuves en faveur d'une homologie de l'éjaculation masculine et féminine, ressuscitant ainsi des conceptions obsolètes quant à la possible émission de semences par les ovaires. De telles conceptions se heurtent de toute évidence aux efforts des féministes à pointer vers une future organisation sociale clitoridienne, à l'instar de l'organisation sociale utérine, dont parlait Gayatri Spivak. L'évocation de ces menus détails anatomiques, telle une nanotechnologie du corps, peut en effet servir à perturber ce dualisme où domine le masculin. Par exemple, certaines féministes érigent le clitoris en talisman pour défendre la thèse que l'anatomie féminine n'est pas simplement la forme ajustée au fourreau. Que le clitoris soit représenté comme un instrument de friction, de pénétration ou de plaisir, et qu'il usurpe, par sa nature propre ou par des amplifications discursives savantes, le statut d'organe mâle, on constate qu'il est invariablement amputé dans les contextes masculinisants. Quelqu'un pourrait rétorquer que celles qui savaient, les femmes, n'écrivaient pas et que ceux qui écrivaient, les hommes, ne savaient pas. Lacker, 1990, laisse entendre qu'il faut apporter des réserves à cette affirmation dans la mesure où, selon lui, les femmes ne savaient pas non plus. Mais Lacker a tort, à en juger par les récits contemporains de femmes africaines écrits à la première personne, sur l'excision justement. En effet, les femmes savaient et ont même écrit à ce sujet. Dans les textes expérientiels de notre corpus, le clitoris se dresse en effet comme un fier organe, capable de forger une identité de genre femme. Autonome sur le plan de l'orgasme, voué exclusivement à une destinée érotique, et muni de plus de terminaisons nerveuses que tout autre organe de sa taille, le clitoris est sans contredit un point nodal dans les écrits des femmes africaines. Grossière pyramide. Lorsque les femmes africaines écrivent au sujet de l'excision de leur clitoris et d'autres parties génitales, il est manifeste qu'elles parlent, par la même occasion, d'une pratique rituelle profondément enracinée dans la mythologie africaine, et la culture puise à même cette mythologie pour maintenir la cohésion sociale. Plusieurs mythes de création cosmologique partagent un mythologème de base qui s'appuie sur l'idée d'une création du monde, résultant de la mutilation sacrificielle d'un être hermaphrodite. Ces mythes, tels l'élémentaire mythe de création proto-indo-européen, soutiennent que le monde fut créé à partir du démembrement d'un être primordial, et que l'ordre social découla de cette mutilation. Dans la version africaine de ce mythologème, la naissance de l'univers s'inscrit de la même façon dans la violence et la rupture. Dans le cas du mythe de création chez les Dogons du Mali, l'excision du clitoris précéda l'organisation sociale. Dans un mythe somalien, dans la Corne de l'Afrique, la horde primitive avec à sa tête le père affectionné par Charles Darwin puis par Sigmund Freud, fut précédée par le règne sanglant d'une matriarche effrayante, Arawelo, qui ordonna la castration des hommes de son clan. Lorsque son matriarcat fut renversé, toutes les femmes furent excisées en retour. Ces deux légendes, qui sont fort répandues dans la ceinture soudanaise, de l'ouest Mali jusqu'à l'est, Somalie, comparent l'excision à un viol voire une castration, destinée à punir ces indomptables et impudiques matriarches dont les tombes se dressent comme de grossières pyramides rappelant aux hommes le pouvoir révolu de ces femmes. Selon le mythe Dogon, repris par la romancière afro-américaine Alice Walker dans Le secret de la joie, 1992-1994 pour la traduction française, le dieu de la création, Ama, créa la terre et désira avoir un rapport sexuel avec elle. Pour se protéger de cette agression, le clitoris de la terre s'éleva alors en forme de termitière. Furieux, le dieu Ama excisa l'organe érectile, soumettant ainsi la terre féminine et ses descendantes à l'asservissement. Walker s'inspira des travaux de l'anthropologue français bien connu Marcel Griaule. Dans son livre Dieu d'eau, Entretien avec Ogotte Mélie, 1948, Griaule détaille les croyances des anciens Dogons autour de la création du monde et de l'androgynie spirituelle de l'enfant telle que les lui transmit Ogotte Mélie, le sage malien aveugle.
Griaule rencontra d'abord les Dogons du Sangha dans le Soudan français correspondant à l'actuel Mali, pendant la très célèbre mission Dakar-Djibouti au début des années 1930. Au cours d'expéditions durant lesquelles Oboté-Mélie inculquait à Griaule la sagesse profonde de son peuple, il aurait en fait endoctriné graduellement son hôte français. C'est du moins ce que postule James Clifford dans son ouvrage The Predicament of Culture 1988. Griaule passa en effet une sorte d'initiation, de même que Michel Léris qui accompagna Griaule et nota ses observations dans un journal, de Dakar à Djibouti, qu'il tint de 1931 à 1933 et qui sera publié plus tard par André Malraux sous le titre L'Afrique fantôme, 1934. Selon les explications d'Oboté-Mélie, de plus en plus élaborées au fil du livre, ce qui montre bien qu'il s'est permis de jouer avec son interlocuteur curieux, le clitoris figure comme un organe puissant devant être excisé afin de garantir l'engendrement de l'univers. Après qu'Ama eut créé le soleil, la lune et les étoiles, il prit un boudin de glaise, le pressa dans sa main puis le jeta loin de lui afin que le corps féminin de glaise s'allonge à l'horizontale, le visage vers le haut, s'étendant à l'est et à l'ouest avec ses membres distincts, comme un fœtus dans la matrice, et son clitoris termitière. Au moment où Dieu s'approche, la termitière se dresse, barre le passage et montre sa masculinité. Elle est l'égale du sexe étranger, l'union n'aura pas lieu. Pourtant Dieu est tout-puissant. Il abat la termitière rebelle et s'unit à la terre excisée. De cette union défectueuse naquit le chacal au lieu des jumeaux prévus. Mais Dieu eut un autre rapport avec sa terre épouse, et cette fois la semence divine de l'eau, semblable à l'eau de sexe, des Samos Burkina Be accent aigu S, fut capable de fertiliser la matrice de la terre. Griaule commente: la génération poursuivit le cycle régulier de la gémelliparité. Deux êtres se modelèrent, à savoir les deux nomos. Plus loin dans un chapitre intitulé 24e jour, l'âme double et la circoncision, Griaule raconte comment, lors de chaque accouchement, le chef et prêtre Noumo, pressé de mettre fin à la solitude du chacal, premier-né du dieu Ama, implora ce dernier pour que naissent des jumeaux. Puisque ses prières ne furent pas toujours exaucées, il créa ainsi deux âmes jumelles, pour un seul être, après avoir dessiné sur le sol de la chambre de parturition les contours d'une âme féminine et d'une âme masculine, Kindu, que le nouveau-né touchera dès l'accouchement à même le sol. Le nourrisson est ainsi attaché à la terre par un lien dit fil de Dieu, c'est-à-dire un lien de sang, qui part du prépuce du gland ou du clitoris et pénètre dans le sol. Après l'accouchement, la mère porte à la main pendant 3 semaines une flèche si c'est un garçon en apparence, 3 est un chiffre masculin, ou un fuseau pendant 4 semaines si c'est une fille en apparence. Les deux symboles, la flèche et le fuseau, démontrent l'origine céleste de l'humanité. Muni ainsi de deux âmes, l'enfant affiche des signes d'instabilité et d'irresponsabilité, et tant qu'il garde son prépuce ou son clitoris, sa masculinité et sa féminité sont de force égale. Un garçon incirconcis, tout comme une fille non excisée, est à la fois masculin et féminin, c'est-à-dire androgyne. L'excision, tout comme la circoncision, rompt avec le lien de sang. Le sang qui est versé lors de ces opérations est bu par le prêtre ancêtre Nomo autant que par la terre, qui accepte le sacrifice ou la dette de sang, dont l'enfant est redevable du fait d'être né de la glaise. Au moment de la circoncision et de l'excision, l'âme qui habitait le prépuce du gland et le clitoris s'éloigne. À la question de Griaule, mais pourquoi blesser l'homme dans son sexe? Oboté-Mélie répond que c'est par le sexe que commence le fœtus. Le sexe est le maître-autel de fondation de l'homme. Ainsi Dieu, pour tout être, procède comme il le fit lors de la première création, et il dresse l'autel de l'homme comme un fondateur dresse l'autel de fondation d'un village. La veille de la circoncision de l'enfant, une prière est offerte devant l'autel pour la fixation de son âme. Et au moment où le prépuce est coupé, l'âme mâle se rend dans cet autel. Elle y séjourne pendant tout le temps de la retraite, pendant laquelle l'enfant porte un cistre fait de morceaux de calebasse, symbole de la féminité, qui représente l'organe sexuel délivré du prépuce, le pénis découvert. Le garçon circoncis est comme mort. Une fois que le prépuce, support de l'âme féminine, est sectionné, il est transformé invisiblement en un lumineux lézard appelé soleil. L'enfant retrouve son âme, masculine, à l'autel de famille. Cependant, il n'est pas complètement débarrassé de sa féminité parce qu'il en a encore l'ombre, laquelle est sotte, n'étant qu'une âme féminine réduite.
Il partage cette ombre avec le lézard soleil féminin, dont la queue courte ressemble au pénis, tandis que son corps est comme un pénis découvert. Griaule ne dit rien de ce qui arrive à la fille excisée. Il laisse néanmoins entendre que, à l'instar du garçon circoncis, elle accédera pleinement à son identité de femme une fois qu'elle se sera débarrassée de l'âme masculine incarnée dans le clitoris. Elle recouvrera cependant son âme féminine à partir de la meule plutôt qu'à l'autel du village. Cette occlusion de l'expérience féminine sera répétée dans les textes kényans analysés dans le chapitre 2, notamment dans l'édition scolaire, 1971, du livre de Jomo Kenyatta au pied du mont Kenya, 1938-1967 pour la traduction française. Lorsque l'on observe la configuration d'un village dogon, l'autel qui symbolise l'organe sexuel de l'homme est au centre, flanqué à sa gauche d'une meule représentant les organes génitaux de la femme. La forge est à l'extrémité du village, et le lieu de réunion des anciens du village est situé à l'intérieur de ce qu'on appelle la tête. Les maisons familiales sont au centre et représentent la poitrine, alors que les maisons des femmes sont les mains, et les autres autels communaux situés au sud du village sont ses pieds. De la même manière, la maison dogon représente un être humain. Son sol est comme la terre, et son toit horizontal est comme le ciel. Le vestibule est un homme, son sexe étant la porte extérieure, et la pièce centrale. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.